Bonjour et bienvenue dans l'hebdo de la semaine, le tour de l'actualité de ces derniers jours en 15 minutes chrono. En Pays de la Loire, il y a eu 220 décès de plus que de naissances pour 2023. La natalité est en forte baisse, moins 7,22% par rapport à l'an passé. Cela représente environ 1,68 enfants par femme. Ce chiffre était de 2,13 en 2010. La baisse du pouvoir d'achat et les tensions géopolitiques pourraient en être la raison, selon l'Institut de la statistique. Il y a eu une baisse historique des naissances en 2023. Alors, on était déjà dans une tendance avec une baisse des naissances régulière, parce que la population vieillit et donc on a une baisse des naissances. Mais en 2023, c'est vraiment une chute qui est de nature exceptionnelle. Donc, en Pays de la Loire, on retrouve un niveau qu'on avait atteint en 1942, donc pendant la pleine période de guerre. En Vendée, on a regardé, on est même plutôt proche des niveaux qu'on avait pendant la Première Guerre mondiale. Parlons de l'Île-Dieu où se tiendra ce dimanche le second tour des élections. Il s'agit d'élire un nouveau conseiller départemental pour représenter le canton au conseil départemental aux côtés de Carole Chariot. Et ce après le décès de Bruno Niouri survenu le 24 septembre et la démission de son suppléant Emmanuel Maillard. Carole Chariot a été élue maire le 16 octobre et demeure conseillère départementale. C'est officiel, depuis le 1er janvier, l'Office de tourisme Vendée Grand Sud a été créé. Il regroupe les 3 offices des 3 communautés de communes que sont le pays de Fontenay, le pays de la Châtaigneraie et Vendée-Sèvres-Authise. Une stratégie de développement pour offrir une meilleure visibilité aux acteurs du tourisme. Grégoire de Châtillon et Cyril Guillet nous expliquent ce que cette fusion va apporter au territoire. L'idée c'est vraiment de créer une dynamique à l'échelle de ce grand territoire-là. C'est officiel, depuis le 1er janvier, place à l'Office de tourisme Vendée Grand Sud, un territoire touristique qui rassemble désormais dans le sud-est du département les 3 offices de tourisme qu'étaient le pays de Fontenay-Vendée, celui du pays de la Châtaigneraie et Vendée-Sèvres-Authise. On mutualise effectivement pour être plus fort, pour avoir une cohérence en termes d'image et de notoriété. On va retrouver les mêmes lieux d'accueil, les mêmes points d'accueil. Peut-être que les supports d'accueil, eux, vont évoluer pour avoir une image un petit peu plus cohérente. Unir ses forces pour développer une destination, une marque de territoire. Et donc c'est là où nous voulons développer nos actions sur le patrimoine naturel. Je pense au Marais Poitevin évidemment, je pense à la forêt de Mervan-Vouvant et puis notre patrimoine historique avec Fontenay qui est ville d'art et d'histoire. On va travailler sur la notion de peut-être pays d'art et d'histoire et plus seulement de ville d'art et d'histoire. Si concrètement pour les touristes, cela ne va pas changer grand-chose, en revanche, pour certains professionnels rencontrés, ce regroupement, selon eux, ne peut que être favorable pour leurs affaires. Le premier mot auquel je pense, c'est la visibilité. Forcément, je pense qu'avec cette fusion, il y aura un travail un peu plus poussé sur la communication et le marketing afin de mettre en valeur les différentes offres touristiques. Les budgets vont être plus conséquents, donc au lieu de faire 3 communications, on va en avoir une seule. On va avoir un gros site touristique de la destination, avoir un seul support, parce que la problématique aujourd'hui, c'est de multiplier tout ça et au final on ne sait pas où on est. Venir séjourner en Vendée sans pour autant aller à la plage, c'est possible. Faire de ce nouveau territoire une véritable destination touristique, c'est depuis le début de l'année l'ambition de l'Office de tourisme Vendée Grand Sud. C'était un jeudi noir devant le commissariat de La Roche-sur-Yon. 130 policiers se sont rassemblés pour mettre un coup de pression à leur hiérarchie. Alors que les Jeux Olympiques approchent et que leur mobilisation sur l'événement ne fait aucun doute, ils réclament de la visibilité sur cette période du 26 juillet au 11 août. Doivent-ils faire garder leurs enfants? Seront-ils déployés à Paris? Auront-ils des vacances? C'est pour l'heure la grande inconnue. Les policiers réclament également des primes pendant la période des Jeux Olympiques. À l'heure actuelle, malgré un ultimatum lancé auprès du ministère de l'Intérieur il y a plusieurs semaines, voire plusieurs mois, aucune réponse concrète ne nous a été apportée concernant les pourcentages de présence et sur quelle période pendant les congés d'été. Nous n'avons aucune réponse concernant les mesures d'accompagnement social, c'est-à-dire les primes, les gardes d'enfants pour les collègues qui sont en famille monoparentale ou ceux qui sont tous les 2 policiers. Nous n'avons absolument
aucune écoute du ministère et j'ai l'impression que ce ministère nous méprise ses propres forces de l'ordre. Et donc c'est un premier jeudi noir lancé à l'appel d'Alliance Police Nationale qui va sans doute continuer si aucune réponse concrète n'est apportée à nos questions. Justice. L'année passée a été éprouvante pour les acteurs du monde judiciaire. Le nombre de dossiers traités par le parquet est en hausse de 20%. Ce mardi ont eu lieu des audiences solennelles de rentrée du tribunal judiciaire et du conseil des prud'hommes de La Roche-sur-Yon. L'occasion de revenir sur l'année écoulée et d'évoquer les projets pour 2024. Alix Lanos nous donne des détails. En cette année olympique, la présidente du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon a débuté cette audience solennelle en qualifiant sa juridiction de sportive. Augmentation de la délinquance, des violences intrafamiliales, l'année 2023 aura été éprouvante. On est à plus de 40% de saisines du juge d'instruction supplémentaire. On a doublé les comparutions immédiates. Il y a un tiers de ce qu'on appelle les convocations par procès verbal avec du contrôle judiciaire. Et on est à peu près également à 2 tiers supplémentaires de convocation à délai rapproché. On reste néanmoins sur un département qui reste préservé, avec une délinquance qui est maîtrisée, des services d'enquête, que ce soit de police ou de gendarmerie, extrêmement présents. Maintenant, voilà, je suis sereine, optimiste. Le travail est en place, on ne doit rien relâcher. En 2024, l'insécurité routière, la surpopulation carcérale et la protection de l'enfance comptent parmi les priorités. Concernant la protection de l'enfance, les mots de la procureure de la République, les moyens ne sont pas à la hauteur des besoins. Et du côté du tribunal des prud'hommes, eh bien, le bilan 2023 est plutôt positif. Pas de dossier majeur ou d'action collective prévue pour 2024. Et les raisons de la saisie de ce conseil qui règle les litiges entre les employeurs et les salariés restent, elles, sensiblement les mêmes. Alors c'est principalement une contestation d'une rupture de contrat, souvent un licenciement, des rappels de salaire, des heures supplémentaires notamment, et puis des contestations autour de sujets comme la discrimination, le harcèlement moral, le harcèlement sexuel, le cas échéant. Sur 2024, on imagine en tout cas qu'on sera sur des saisines pour les mêmes motifs. À noter la fin d'une affaire qui aura marqué le département, celle de l'entreprise Michelin. Fin d'une affaire puisque les 250 dossiers saisis par le tribunal des prud'hommes en sont sortis, puisqu'une transaction à l'amiable a finalement été conclue. Une convention entre le rectorat et France Travail a été signée lundi. L'objectif est de faciliter le recrutement des contractuels, que ce soit les enseignants ou le personnel administratif et auxiliaire. Plus d'explications avec Colline Davy. Plus de 400 nouveaux contractuels à la rentrée dernière. Les chiffres ne trompent pas. La capacité de recrutement a presque doublé, alors que dans le même temps, le taux de chômage est historiquement bas et c'est le fruit de ce partenariat. Grâce au financement de France Travail, le recrutement est cadré. Une période d'immersion peut être proposée, suivie parfois si nécessaire d'une formation complémentaire. Le tout réalisé parfois dès juin et c'est ce qui change. Cette convention permet donc de répondre aux priorités de l'académie, la fidélisation, la formation et l'anticipation. On n'attend plus la rentrée, si vous voulez, ou plutôt l'été, le 15 août, le 16 août, pour voir quels sont les professeurs manquants. On anticipe et on les garde ensuite et on a avec eux une politique de formation qui fait qu'ils sont totalement à l'aise avec leurs élèves lorsque ce sont des enseignants. Où nous avons les AESH aussi qui accompagnent les enfants en situation de handicap et bien sûr des personnels administratifs. Pour recruter dans tous ces domaines, France Travail mise sur la proximité. Un référent est nommé par territoire, comprenez par département. Son objectif, trouver des profils qui correspondent aux besoins de l'académie, même si ces derniers n'étaient pas venus pour travailler dans l'enseignement. Et ça fonctionne, la preuve avec 2 exemples. Une jeune femme qui était analyste dans le domaine financier, donc dans le réseau bancaire, qui ne s'était pas inscrite évidemment pour chercher un poste d'enseignante, mais à laquelle on a réussi à donner envie et qui est devenue maintenant enseignante en économie et en gestion. Donc ça, c'est plutôt un parcours intéressant. Et puis, quelqu'un qui était chercheur dans le domaine scientifique et qui avait évidemment des compétences importantes en mathématiques et qui est devenu enseignant de mathématiques. En Vendée, le besoin porte particulièrement sur la filière professionnelle, mais cela n'est pas étonnant sur un territoire en plein emploi depuis de longues années déjà. Ce qui caractérise peut-être la Vendée, c'est que ce phénomène est plus ancien. C'est quasiment un phénomène structurel, on va dire.
Le rectorat espère beaucoup de cette convention. Actuellement, 86% des employeurs qui font appel à France Travail se disent satisfaits. Direction Montaigu-Vendée, le centre médico-psychologique et l'hôpital de jour Les Petits Cailloux a été inauguré vendredi. C'est une nouvelle structure pédopsychiatrique rattachée à l'établissement de santé mentale Georges Mazurel de La Roche-sur-Yon. Le bâtiment de 650 mètres carrés de plein pied, pensé pour les jeunes patients, dispose de salles d'activité, d'un espace de balnéothérapie, d'une cuisine ou encore d'une salle de psychomotricité. L'activité a débuté en novembre dans cette structure qui était très attendue. Les enfants et les adolescents qui étaient déjà suivis au CMP de Montaigu vont continuer à être suivis ici, dans des locaux plus adaptés pour eux et pour leur famille. Et en plus, on crée des places d'hôpital de jour. Donc 8 places d'hôpital de jour, ça veut dire de nombreux patients, puisque une place peut accueillir plusieurs patients, puisqu'ils ne viennent pas toute la semaine. Mais du coup, ces patients-là vont vraiment bénéficier de soins adaptés à leurs problématiques au moment où ils en ont besoin. L'environnement, le cadre, joue sur ce qu'on ressent. Et donc nous-mêmes, travailler dans un cadre et accueillir ses enfants et ses parents, voilà, dans ces lieux-là, c'est très important. Ça change beaucoup parce qu'avant, on était sur un espèce de petit périphérique où les voitures passaient. Là, nous sommes dans un lieu de vie avec des habitants autour, à proximité d'un collège, d'une école, d'un lycée. Donc, on espère tisser des bonnes relations et on sent qu'on fait partie, voilà, de la cité. Dans exactement 300 jours, le départ de la 10e édition du Vendée Globe sera donné. Pour l'heure, 44 skippers sont candidats au départ. L'heure est donc à la préparation physique, mais aussi technique. Comme la plupart des skippers, Denise Van Berg a sorti son bateau de l'eau pour le chantier d'hiver. Ce Belge basé au Sables d'Olonne naviguera de nouveau sur son bateau en mars avant de participer aux courses qualificatives. Voyez ce reportage de Mathis Pires. Il est 8h sur le port des Sables d'Olonne, les machines s'activent. Ok, d'accord. Sous un froid glacial, moins 5 degrés ressenti, les techniciens sortent l'IMOCA du skipper Denis Van Winberg de l'eau. C'est toujours plus ou moins comme ça parce que c'est vrai qu'on les sort toujours au mois de décembre-janvier. Donc on est plutôt habitué à ce qu'il fasse froid. Mais enfin, c'est sûr qu'on s'est tous bien habillés. On a mis les gants, les sous-couches, les couches et puis les bonnets. Donc voilà. Au lever du soleil, les travaux peuvent commencer. Le monstre de 10 tonnes rentre en période d'hivernage. Au programme, déquillage et remise en forme du bateau. On vérifie tout le bateau, on regarde s'il n'y a pas des fissures, on regarde si le pont il n'est pas délaminé, on regarde si la coque, il n'y a pas des impacts qu'on n'a pas vu comme ça là, par exemple aujourd'hui. Là on va le destiquer complètement, normalement on refait une peinture complète de toute la coque. On refait tout ce qui est étanchéité, les hublots généralement qui sont usés ou les joints qui sont poreux. À 300 jours du Vendée Globe, l'objectif, la qualification. Le skipper n'en est pas à son coup d'essai. En 2023, les 4 courses, dont la Transat Jacques Vabre et Retour à la base, lui ont permis de gagner 11 386 000. Maintenant, il a les yeux rivés sur la plus célèbre course en solitaire. Ça fait 6 ans moi que je travaille sur le projet. Donc voilà, donc ça va être 2024, c'est une belle et grosse année. C'est ce que j'expliquais à l'équipe, c'est l'année de la concrétisation. Donc voilà, il y a encore 2 belles courses à venir. Jusqu'à fin mars, c'est préparation du bateau, c'est chantier d'hiver. Et puis moi, je vais faire du sport, je vais m'entraîner. Donc le programme, c'est 3 fois par semaine faire du sport, que ce soit du vélo, de la salle ou de la natation. Arrivé à Port-Bourgeonnais en fin de journée, le bateau rentre maintenant en chantier jusqu'à fin mars. Pour une reprise des courses qualificatives cet été et le départ du Vendée Globe le 10 novembre prochain. Une dernière information avant de nous quitter. Et les ostréiculteurs sont enfin soulagés. Les huîtres de Bouin sont de nouveau autorisées à être commercialisées depuis lundi, tout comme celles de la Guittière depuis la semaine dernière. On rappelle que cette interdiction faisait suite à la présence d'un norovirus qui avait provoqué plusieurs cas de toxi-infection. C'est la fin de cet hebdo de la semaine. Merci de l'avoir suivi avec nous. Retour de l'actualité, vous le savez, à partir de lundi de 7h à 9h dans votre matinale. Et puis, rappelez-vous que l'intégralité des reportages que vous avez vus dans cet hebdo sont à retrouver sur notre site internet tvvendée.fr. Passez un bon week-end et à bientôt sur TV Vendée.